Plus de temps, on va du coup, s'il vous plaît, accueillir avec nous ce soir, messieurs, mesdames, nous avons avec nous Nathalie. Bienvenue à toi Nathalie sur le live des cryptologiques et merci beaucoup pour prendre un petit peu de temps pour faire une petite interview sur HCS Pharma. Bienvenue à toi. Merci. Bonjour Magnifique. Anthony. Alors on va comme d'habitude juste tester le son pour voir que tout fonctionne bien, qu'il n'y ait pas d'écho, que tout fonctionne bien des deux côtés, mais normalement j'ai l'impression que ça va plutôt bien. Donc on va directement pouvoir commencer, super. Alors HCS Pharma, on a ici Nathalie Monbon avec nous ce soir. Est-ce que tu pourrais commencer avec une petite présentation de qui tu es et qu'est-ce que c'est également HCS Pharma? Bah oui. Donc moi je suis chercheur senior en biologie. En fait j'ai fait une thèse en recherche fondamentale en cancérologie, en biologie moléculaire et cellulaire. Et par la suite j'ai travaillé plus de 12 ans dans l'industrie pharmaceutique. J'étais chercheur, chef d'équipe à développer des modèles, ce qu'on appelle des modèles vitro à partir de cellules humaines, pour tester des librairies de plusieurs centaines de milliers de composés, pour trouver de nouvelles molécules qui pourraient devenir de futurs médicaments. Et j'ai créé HCS Pharma maintenant il y a 7 ans, dans le but d'améliorer en fait tout le processus de recherche de médicaments. Parce que là, à l'heure actuelle, le souci, c'est qu'on a 90% d'échecs des molécules quand elles sont testées chez l'homme, en phase clinique chez l'homme, et 97% d'échecs quand on est en cancérologie, donc pour trouver de nouvelles thérapies contre le cancer. Et donc j'ai créé HCS Pharma il y a 7 ans pour améliorer tout ça, en fait, en reproduisant non pas juste les cellules, mais reproduire l'environnement cellulaire et recréer tout l'organe ou le tissu en recréant les cellules qui sont dans leur environnement. Et pour ce faire, on a une technologie vraiment de rupture, une technologie qui a plus de 20 ans de R&D, de recherche et développement en France, qui permet de recréer réellement l'environnement d'un organe ou d'un tissu. Et en y peuplant les cellules, on peut recréer des organes sains ou pathologiques comme le cancer, et de tester cette fois-ci les librairies de molécules directement sur des organes complets, comme si on les testait chez l'homme. Ah, Ce c'est qui fou va ça. fortement améliorer la recherche de nouveaux traitements, surtout contre les maladies de notre siècle, comme le cancer, Alzheimer, Parkinson. Ce sont des maladies de notre siècle avec aucun traitement efficace à cause du processus qui n'est pas efficient à l'heure actuelle. Ok, magnifique. Ouais, c'est vrai que c'est assez choquant d'entendre ces chiffres-là. Malheureusement, c'est fou d'entendre qu'il y a autant d'échecs, pour être honnête. Si je ne me trompe pas, vous faites aucun test sur les animaux également, hein, c'est juste? C'est juste, en fait, moi j'ai toujours été sur des modèles vitraux, tests sur animaux. Le souci, c'est que on n'est pas des animaux, on n'est pas des souris de 70 kilos. Et donc, c'est totalement aberrant pour moi de tester des médicaments ou des principes actifs sur les animaux. Mm. Donc, moi, j'ai toujours été sur les modèles vitraux, développer des modèles vitraux. À l'heure actuelle, en fait, on est encore obligé de tester sur les animaux, surtout pour des réglementairement parlant, pour tout ce qui est test de toxicité. Mais je pense qu'à terme, avec la technologie que l'on a, on pourra supprimer tous les tests sur animaux. Mm. Et donc, Ce je qui serait travaille une très bonne dans chose, ce hein. sens-là. Oh oui. Oh, exactement, tout à fait. Et donc du coup, aujourd'hui, déjà, vous êtes combien dans l'équipe déjà pour commencer? Parce qu'on voit qu'une seule personne avec nous aujourd'hui, mais si ça fait déjà 7 ans que ça existe, je suppose qu'il y a quand même pas mal de personnes derrière. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus d'informations sur le reste de l'équipe également? En fait, on est une dizaine de personnes. Hmm. Donc, on est beaucoup de chercheurs. On est 6 chercheurs et des techniciens. Et là, on est en train de continuer à développer l'équipe. Là, on a fait toutes les preuves de concept. On a fait le développement de la technologie biomimésis, de créer de nouveaux produits. Et donc là, on est en train de lever des fonds pour continuer à staffer l'équipe, mais plutôt avec des profils de commerciaux. Hmm. Donc là, à l'heure actuelle, c'est beaucoup de chercheurs. Je vois exactement. Ouais. De toute façon, il y en a besoin aussi, hein, et surtout maintenant dans le Web 3, parce que bah, c'est tout nouveau, je pense, pour vous, hein, ce côté Web 3, blockchain quand même. On pourra en parler un tout Oui. petit peu aussi après. Mais peut-être juste avant ça, pour rebondir un petit peu sur ces chiffres, finalement, qui sont quand même complètement folles à entendre sur les échecs. Qu'est- Comment ça se fait qu'il y avait autant d'échecs? Est-ce que c'est à cause du business model derrière les médicaments et de la recherche finalement qu'il y avait? Ou quelle est la raison finalement d'avoir autant de pourcentage en échec? Parce qu'en fait, c'est le processus actuel. En fait, on a démarré dans les années 1900, on a démarré à tester les molécules directement chez l'homme.
C'était surtout de la botanique. Ensuite, on a commencé à créer la chimie, donc développer des petites molécules. Et en parallèle, il a fallu pouvoir tester ces molécules. Et donc, il y a eu un changement dans les années 2000, un changement de l'homme à tester sur les animaux, ensuite tester sur la cellule. Ensuite, il y a eu de la biologie moléculaire et cellulaire. Donc là, ce qui s'était dit, c'est bon, on a 30 000 maladies, il y a certainement 30 000 molécules dans la cellule qui sont défectueuses pour induire ces 30 000 molécules. Et donc, on a vraiment changé, changé le processus. On est passé vraiment à des choses de plus en plus simples, uniquement sur la cellule, voire sur l'enzyme. Et finalement, en fait, l'enzyme sortie de son contexte cellulaire et les cellules sorties de son contexte de l'environnement, finalement, les résultats sont totalement inefficaces. Et le souci, c'est qu'en parallèle, la réglementation a durci l'ensemble des tests en demandant de plus en plus de tests réglementaires, tester la toxicité, tester l'efficacité, pour, quand on arrive chez l'homme, d'avoir des résultats qui prouvent que la molécule est soi-disant efficace et qui prouvent surtout que la molécule est soi-disant safe, non toxique. Et le souci, c'est que tous ces processus qui se sont faits en parallèle ont finalement trop simplifié la biologie et trop de réglementation qui s'est mis en parallèle pour au final se retrouver avec 20 ans de recherche dans l'industrie pharmaceutique totalement inefficace. Et donc c'est pour ça que tous les centres de recherche de la pharma ferment. On entend beaucoup de fermetures de centres de recherche. Et donc elles ne veulent plus prendre le risque de tester des molécules parce que trop de réglementation, trop d'échecs. C'est 2 milliards pour trouver une nouvelle molécule, une nouvelle thérapie, en sachant qu'il y a 75% des dépenses qui sont faites en phase clinique chez l'homme. Et donc, il faut vraiment trouver des molécules beaucoup plus efficientes, mais beaucoup plus efficaces, mais qui soient efficaces dès les premiers essais. Et donc là, en fait, il faut vraiment changer le processus, supprimer les tests sur animaux et recréer des modèles. Donc, on est en train de recréer des modèles cellulaires, mais qu'on recomplexifie pour se retrouver à faire ce qu'on appelle human on chip ou organ on chip, recréer des organes, recréer des humains on chip pour éviter de tester directement les molécules sur l'homme, mais directement sur des hommes recréés, mais de façon vitro. Ouais, c'est fou ça. Alors, c'est pas du tout mon domaine pour être honnête, c'est assez fou d'entendre tout ça. J'ai pas trop d'idées justement de combien de temps est-ce que ça prend justement dans toutes ces recherches. La seule chose que je pense, c'est en effet, c'est très coûteux des fois pour aller chercher en effet des années de recherche pour pouvoir trouver quelque chose. Est-ce que c'était aussi un problème jusqu'à aujourd'hui, le fait qu'il fallait dépenser non seulement beaucoup de temps dans les recherches, et donc en effet c'était très coûteux, et il y a quand même finalement quand même un business derrière, il faut quand même qu'il y ait de l'argent aussi qui rentre. Est-ce que les recherches étaient des fois mauvaises dans le sens que c'était plus basé sur un business model et moins sur la santé réelle, ou pas spécialement? À ça, il y a beaucoup de chercheurs qui ont travaillé dans les industries pharmaceutiques, qui se sont désengagés de l'industrie pharmaceutique parce qu'effectivement, il y a un gros business derrière. Il faut qu'il y ait de la rentabilité, il faut qu'il y ait des molécules qui soient réellement rentables. Et quelquefois, des petites molécules très efficaces, on a pu entendre dire que ces molécules sont trop efficaces, trop peu coûteuses et donc non rentables, donc on va éviter de les faire poursuivre en développement. Donc c'est sûr qu'il y a un gros business derrière, mais le souci plutôt, c'est surtout aussi le process qui s'est mis en place, qui n'est vraiment pas efficace. Le process qui est mis en place, en fait, on a entendu parler de la falaise des brevets, donc quand les molécules ont été testées directement chez l'homme ou chez l'animal, on a eu énormément de molécules efficaces. Et quand on a changé le processus, en fait, il y a énormément de pharma qui ne trouvaient plus de molécules. Et toutes les licences d'exploitation des molécules sont tombées dans le domaine public. Et donc là, les industries pharmaceutiques se retrouvent avec des molécules qui sont maintenant tombées dans le domaine public et pas de nouvelles molécules qui rentrent pour justement la rentabilité de ces industries pharmaceutiques. C'est pour ça qu'elles sont obligées de changer un petit peu de business model et surtout revoir aussi le processus de recherche de médicaments. Ok, ouais, très intéressant. Alors, on va de toute façon après partir aussi un petit peu sur tout ce qui est peut-être plus pour les investisseurs, parce que vous êtes aussi en lancement avec votre STO actuellement.
pour les investisseurs, à quoi ça va servir de pouvoir peut-être aussi participer? Est-ce que c'est beaucoup plus pour la recherche ou est-ce que c'est également un investissement peut-être aussi intéressant pour les personnes? Quel est l'intérêt finalement aussi pour vous en rapport avec la blockchain? Mais peut-être qu'on peut d'abord partir sur votre nouvelle technologie qui s'appelle le biomimésis, hein, si je ne me trompe pas. Oui. Qu'est-ce que c'est cette nouvelle technologie exactement? En fait, à l'heure actuelle, enfin, depuis une vingtaine d'années, depuis que la biologie cellulaire existe, en fait, ce qui était fait, c'était retirer les cellules d'un organisme, d'un organe ou d'un tissu, et pour pouvoir les amplifier, les utiliser, elles étaient cultivées sur du plastique en 2 dimensions. Et le gros souci, c'est que des cellules qui ne sont pas dans leur environnement, qui sont cultivées sur du plastique, dérivent. Et finalement, quand on teste les molécules, elles sont testées sur des cellules qui ne sont plus du tout identiques à celles qui sont dans l'organisme. Donc là, depuis une dizaine d'années, se créent maintenant des cultures en 3 dimensions pour essayer de recréer en fait l'organisme, de l'environnement d'où proviennent ces cellules. Mais le souci, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune technologie qui recrée de façon organe spécifique l'environnement d'où proviennent les cellules. Et là, en fait, cette technologie biomimésis, c'est une technologie qui permet réellement de recréer l'environnement de façon organe spécifique avec toutes les propriétés chimiques, physiques et biologiques qui permet ainsi, quand on prélève des cellules d'un organisme et qu'on les met dans un environnement que l'on crée chimiquement et physiquement, qui s'appelle biomimésis, là, on peut garder des cellules en vie et fonctionnelles des semaines, voire des mois. Et donc, on peut tester vraiment des molécules comme si on les testait directement dans un environnement totalement complet avec les cellules dans ce qu'on appelle leur matrice extracellulaire. Et cette technologie, c'est la seule, elle est unique au monde, qui permet réellement de recréer cet environnement de façon organe spécifique. Ouais, c'était ma question pour savoir si vous étiez les seuls justement. Alors, les seuls dans le monde entier, vous êtes, même en Amérique, il n'y a pas du coup cette nouvelle Non, technologie? non, 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 c'est vraiment cette technologie. En fait, il existe des hydrogels, pour rentrer un peu dans le détail de la science, c'est qu'il existe des hydrogels, donc c'est à partir des molécules qui recréent la matrice, on crée des hydrogels. Mais sauf que en fait, la matrice, c'est un squelette solide sur lequel il y a des points de colle, comme des protéines d'adhésion. Donc c'est comme une sorte de gros grillage en 3 dimensions avec des points de colle pour que les cellules se fixent sur ce grillage pour rester en 3 dimensions. Mais alors, à l'heure actuelle, le souci, c'est qu'en fait, ce qu'ils arrivent à faire, c'est des hydrogels. Donc à partir de la matrice, des éléments de matrice, ils créent un gel sans structure solide. Et en fait, ils n'ont pas trouvé le moyen personne n'a trouvé le moyen de rendre ce gel, changer d'état pour le transformer en squelette solide, pour recréer vraiment la matrice. Et chez nous, Biomimésis, en fait, c'est 20 ans de recherche universitaire, académique et du développement dans 2 startups différentes. On a trouvé le moyen de créer d'abord un hydrogel avec tous les éléments structurels solides, avec les protéines d'adhésion que l'on greffe. Et cet hydrogel, en fait, est ensuite transformé par des étapes physiques, transformé d'état d'un gel en squelette solide. Et donc, à la fin du processus, on recrée vraiment la matrice avec ce squelette solide sur lequel on a greffé des protéines d'adhésion et qui permet de recréer en fait la matrice. Et comme on peut jouer sur la composition chimique et le processus physique de transformation d'état, on a vraiment la seule technologie qui permet de recréer l'environnement de façon vraiment organe spécifique. Ok, bah alors, déjà pour commencer, bravo. Si vous êtes les seuls aujourd'hui au monde, c'est assez rare en général, donc bravo. Bon, ça prend 20 ans apparemment, mais Oui, félicitations pour ça. Donc sur cette nouvelle technologie, il y a un brevet ou bien quelqu'un d'autre pourrait aussi la dupliquer? En fait, on a déjà 2 brevets, plus Ok. 2 autres qui sont en préparation. Donc c'est vraiment une technologie de rupture. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est vraiment la protéger par un ensemble de brevets. Des brevets autour de la technologie biomimésis, mais aussi des brevets autour de l'application. Parce que là, l'application, comme c'est une technologie de rupture et que toutes les sociétés de biotechnologie qui utilisent des cellules ont besoin de ce type d'environnement, en fait, c'est une technologie qui permet d'adresser l'ensemble des besoins de l'industrie biotechnologie. Hmm. Et donc, on va créer des familles de brevets à la fois sur la technologie en elle-même et sur l'application que l'on peut en faire dans les industries de la biotechnologie. Ouais, je pense que c'est très important. C'est ça qui va garder quand même cette valorisation quand même de l'entreprise hein, sur le plus long terme, parce que c'est là où il y a beaucoup d'argent. Je pense avec surtout cette nouvelle technologie aujourd'hui. Euh,
Parce que si on parle un tout petit peu, donc il y a 20 ans de recherche, l'entreprise existe aujourd'hui depuis déjà 7 ans. Je ne vais pas te dire des chiffres qui sont faux, mais corrige-moi hein, si je dis quoi que ce soit de faux, mais vous avez déjà une valorisation aujourd'hui de plus de 200 millions d'euros, si je ne me trompe pas, avec l'entreprise. Oui, c'était validé par une société externe qui a regardé un peu la valorisation. En fait, c'est difficile de valoriser une technologie de rupture Bien sûr. en sachant que c'est des centaines de milliards qui pourraient se faire grâce à cette technologie. Et donc, c'est vrai que la valorisation se fait en fonction du potentiel de la Je technologie vois. sur le marché. Et donc, c'est valorisé en fonction déjà de l'existant, en sachant que c'est une technologie de rupture, et donc qui va remplacer vraiment l'existant. Ok, donc en fait, cette valorisation a été mise en place en rapport avec cette nouvelle technologie, en rapport avec toutes les recherches qui ont déjà été faites, et puis avec le potentiel que ça peut apporter sûrement sur les prochaines années depuis aujourd'hui, je suppose. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de chiffre d'affaires encore. Il y a un tout petit peu de chiffre d'affaires, Ok, parce qu'on commence seulement à vendre là, ces technologies, mais c'est vraiment le démarrage de la vente de cette technologie. Donc donc, effectivement, c'est toutes les preuves de concept et toute la science, tout a été validé sur les 20 ans de recherche et développement. On a une chaîne de production en place, tout est industrialisé et industrialisable encore plus que ce que l'on a déjà fait. Et donc c'est vraiment tout le potentiel derrière, potentiel business derrière, hmm. que l'on peut faire grâce à ces technologies de rupture. Ok, intéressant. C'est vrai que alors, dans le Web3, alors nous en tout cas chez Cryptologic ici, c'est vrai qu'on prend beaucoup des projets que crypto-monnaie de base, blockchain, souvent c'est des projets avec des promesses qui vont également arriver par la suite. Et des fois, il y a absolument rien, c'est que de la construction. Là, on sent qu'il y a déjà quand même quelque chose depuis maintenant déjà plus de 7 ans, il y a quelque chose de concret. Vous avez déjà la nouvelle technologie qui existe aujourd'hui, qui est prête à être vendue aussi. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Euh, Vous avez déjà levé il y a dernièrement, je crois, 2 millions d'euros également en Espagne, si je ne dis pas de bêtises. Et puis Oui, maintenant, vous êtes encore sur des levées de fonds. Donc vous êtes en lancement de STO actuellement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? oui, en fait, cette technologie de rupture, forcément, qui dit rupture, dit besoin de Mm. financement. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est lancer une levée de fonds par une plateforme de crowdfunding spécialisée en santé biotech, avec une communauté derrière de chercheurs, de scientifiques, de médecins, qui comprennent réellement tout le potentiel de la technologie. Et c'est vrai que les plateformes de crowdfunding étant bloquées à 2 millions, on a levé 2 millions en 3 jours. Et c'était très rapide. Et donc là, pour faire suite à cette levée de fonds avec cette plateforme de crowdfunding, en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est lancer une STO. Et on a lancé aussi une autre levée de fonds via une plateforme de crowdfunding en France qui est WeSeed. Et donc, en parallèle, on veut continuer à lever des fonds pour lever entre 5 et 7 millions avant la cotation en bourse. On a Mm. déjà sécurisé 20 millions avec un fonds de family office américain post-cotation. Et donc là, on est dans un processus de faire coter la société sur le marché boursier allemand. Donc on Super. a un besoin de financement de 50 millions au total, mais en sachant qu'on a déjà sécurisé 20 millions et que là, en fait, l'idée, c'est d'emmener avec nous une communauté de Français autour de cette technologie pour faire en sorte que cette technologie reste française. Très important. Je pense que la majorité, alors, est-ce que la majorité c'est plutôt américain, je suppose? Ah bah les 20 millions sécurisés, c'est un fonds de family Ouais, office américain. Oui. ça m'étonne pas, exactement. C'est eux qui ont un petit peu le monopole, hein, je pense, dans le monde. Euh, Oui. ouais. C'est un peu là le souci, c'est que tout est trusté par les Américains. Mm. Donc là, le fait d'avoir sécurisé 20 millions, mais post-cotation en allant sur le marché boursier, on sera encore maître de développer la technologie et de développer l'activité sur le territoire français. C'est quand même plus de 20 ans de recherche académique en France et 8 ans dans deux startups différentes. Donc il faut que cette technologie puisse rester française. C'est un peu pour ça que l'idée, c'est vraiment d'emmener toute une communauté d'investisseurs français pour pouvoir garder et continuer le développement ici en France. Mm. Ouais, tout à fait. Et donc, pour l'usage finalement de la blockchain, quel est un petit peu l'intérêt maintenant donc, alors, on est bloqué, on est capé à 2 millions sur les crowdfunding, sur les plateformes. Euh, En effet, on n'a pas vraiment de limite hein, dans le milieu de la crypto-monnaie. On peut lever un petit peu combien on veut. Là, si j'ai bien compris, on recherche entre 5 à 7 millions d'euros de levée de fonds via la STO.
Oui, en fait, les plateformes de crowdfunding sont capées à 2 millions et sont souvent des plateformes qui sont dans leur pays. Là, c'est vrai que depuis le mois de novembre l'année dernière, il y a eu une régulation qui s'est mise en place sur toutes les plateformes de crowdfunding sur toute l'Europe. Par contre, il faut des licences. Donc, les plateformes de crowdfunding vont pouvoir maintenant travailler sur toute l'Europe. Mais c'est vrai que la STO, en fait, permet de sortir un peu de ces réglementations un peu contraignantes des plateformes de crowdfunding et permettre de lever directement jusqu'à 8 millions sans prospectus. Au-delà de 8 millions, même en STO, il faut quand même un prospectus. Hmm. Donc, c'est un peu pour ça on veut aller jusqu'au maximum 8 millions et ensuite aller continuer à lever des fonds après la cotation. Ok, intéressant. Et peut-être question bête, pourquoi venir dans le milieu de la crypto-monnaie, puis pas aujourd'hui, avec une valorisation autant grande avec une entreprise, aller à une banque aujourd'hui, par exemple? On travaille en fait avec des banquiers d'affaires qui cherchent aussi avec nous des investisseurs. Les banques investissent. On peut faire des prêts, mais les banquiers d'affaires travaillent plutôt avec des fonds de family office. Donc en fait, on travaille un petit peu sur tous les fronts pour lever des fonds, surtout en Europe. C'est vrai que quand on lève 1 million en face aux États-Unis, ils lèvent 10 millions. Donc nous, c'est pour ça que là, on a diversifié les possibilités de levée de fonds, surtout en Europe, par le biais des plateformes de crowdfunding, par la STO, et on travaille aussi avec des banquiers d'affaires qui nous aident à chercher des fonds de family office européens. Et en parallèle, on travaille aussi avec un banquier d'affaires américain qui cherche aussi de son côté des investisseurs aux États-Unis, parce que ce que l'on souhaite faire dans un premier temps, c'est se faire coter en Europe, mais ensuite aller aussi franchir l'océan pour aller se faire coter au Nasdaq d'ici 18, entre 12 et 18 mois. Waouh, ce serait incroyable, Nasdaq. C'est vrai qu'il y a, il y a très peu hein, aujourd'hui. C'est vrai qu'on a Coinbase aussi qui ont été déjà sur Nasdaq, mais ça, ce serait en effet un gros coup de boost, je pense, en tout cas pour l'entreprise. Ça, c'est clair. Mais aujourd'hui, donc, du coup, pour une dernière question un petit peu plus liée naturellement à tout ce qui est investissement, pour un investisseur qui vient et puis qui participe à cette STO, quel est l'intérêt pour un investisseur aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment la valorisation de l'entreprise? C'est que basé là-dessus ou est-ce qu'il y a d'autres intérêts aussi? Il y a plusieurs intérêts. Déjà, c'est soutenir une société française pour qu'elle reste française. Il y a aussi l'intérêt de faire partie d'une communauté autour d'HS Pharma qui est vraiment dirigée vers le soin et trouver de nouvelles thérapies beaucoup plus efficaces que ce qui est existant sur le marché. Après, financièrement, là, on propose aussi une entrée avec 20% de décote par rapport au prix de l'action qui sera cotée, en sachant que cette technologie est une technologie de rupture. C'est pour ça aussi on va aller jusqu'au Nasdaq. Cette technologie étant une technologie de rupture, on pourra devenir une prochaine licorne. La prochaine licorne, même si on est coté, on ne parle pas de licorne, mais on pourra être valorisé à plus d'1 milliard d'ici quelques années, une fois qu'on aura pu lancer vraiment la commercialisation de notre technologie à l'international. En sachant qu'on est déjà présent en Asie, qu'on est présent déjà en Europe, et qu'on a déjà aussi on est aussi présent aux États-Unis par le biais des distributeurs. Donc on a déjà mis en place un panel de distributeurs en Asie, deux en Europe, et là maintenant c'est plutôt les distributeurs qui viennent nous voir parce qu'ils sont vraiment intéressés à commercialiser notre technologie. Et donc on a un business model double de vente de produits, de consommables, mais aussi développement de médicaments en propre au sein d'HS Pharma. Magnifique ça. Est-ce qu'il y a une certaine estimation de... Alors aujourd'hui, vous ne testez pas du tout sur les animaux, on est d'accord? Non, Ok. Et on est-ce qu'il y a... n'a pas d'animalerie au sein d'HS Pharma. Très bien, et ça c'est super franchement. Et est-ce qu'il y a une estimation à quel point est-ce qu'on pourrait, je dirais pas sauver, mais diminuer en tout cas les tests sur les animaux grâce à un projet pareil? Bon, en fait, là, quand on sait qu'il y a 90% d'échecs en phase clinique chez l'homme, donc on est en train on regarde des corrélations des résultats qui peuvent se faire vitro, des résultats sur les animaux et des résultats sur vivo chez l'homme. Et effectivement, en fait, les corrélations sont très mauvaises entre les résultats vitro, les résultats chez l'homme, les résultats sur animaux versus les résultats chez l'homme. Et c'est pour ça qu'on a 90% d'échecs. Nous, avec notre technologie,
En fait, on a fait des corrélations de molécules déjà existantes chez l'homme et on a regardé les résultats chez l'homme versus les résultats vitraux dans notre technologie qui recrée l'environnement complet. Et là, on a entre 90% et 100% de corrélation. Donc, on a vraiment des résultats qui sont très proches de ce qu'on pourra observer chez l'homme. Ce qui me fait dire que dans quelques années, quand on aura pénétré le marché et qu'on sera à l'international, on pourra aussi faire bouger les lignes des réglementaires de supprimer ces tests sur animaux. C'est déjà le cas pour les tests cosmétiques. Ils ont l'interdiction de supprimer de tester sur les animaux. On sait que pour l'industrie pharmaceutique, la réglementation pousse à réduire déjà de 30% d'ici 2025 et à supprimer de 100% d'ici 2030. Donc ils ont besoin de modèles alternatifs vitraux. Et nous, on apporte ce modèle-là qui sera très probablement fortement demandé par la réglementation. Magnifique ça. Ah, ça c'est vraiment excellent. Et donc du coup, sur tout ce que vous allez lever quand même aujourd'hui, je suppose qu'il va avoir quand même un gros budget qui va être nécessaire aussi pour du marketing. Alors je pense beaucoup pour de la recherche, ça c'est sûr, et puis pour l'entretien de toute votre structure et l'équipe. Mais est-ce que pour le marketing, vous avez aussi des choses de prévues? Est-ce que c'est uniquement basé sur tout ce qui est plutôt votre business model classique, ou est-ce que vous allez également vous intéresser beaucoup plus sur le côté Web3, blockchain, des partenariats typiquement avec d'autres projets? J'ai aussi également vu que vous étiez en partenariat, si je ne me trompe pas, avec Galéon également. On a aussi déjà fait deux interviews aussi avec eux. Peut-être qu'on pourra aussi un petit peu en parler. Quel est un petit peu l'objectif avec ce côté marketing? Oui, de toute façon, pour l'instant, HCS Pharma et la technologie biomimésis n'est pas connue. Parce que c'est vrai qu'on a fait vraiment tout en interne pour développer toutes les preuves de concept de cette technologie. Là, maintenant, il faut la faire connaître. Il faut pouvoir faire connaître cette technologie en ayant une communauté autour de cette technologie. Et c'est vrai que ce soit pour le marketing, mais aussi pour le développement de molécules avec l'accès à des données patients, il va falloir aussi s'intéresser à tout ce qui est blockchain, tout ce qui est web 3.0. Donc il faut vraiment avancer. Donc en fait, je me suis mariée avec un astrophysicien qui est dans le numérique. Donc là, c'est vrai que c'est le mariage dans HS Pharma, c'est le mariage entre la biologie et le numérique. Et donc vraiment, on avance vite et bien maintenant au sein d'HS Pharma pour marier ces deux secteurs en fait. Magnifique. Donc, Il faut une personne qui connaît quand même un tout petit peu l'informatique, je suppose. Aujourd'hui, dans l'équipe, il y a personne qui est, j'aime pas utiliser le terme expert, mais il y a personne qui est vraiment depuis longtemps dans le milieu de la blockchain, si je ne me trompe pas. Vous êtes toutes des personnes qui sont encore assez nouveaux de ce milieu. oui, pour l'instant, c'est vrai que c'est un domaine qu'on aborde que depuis peu, mais j'ai mon mari qui est dans le numérique et qui s'y intéresse de plus en plus. Et c'est vrai que là, les échanges qu'on a pu avoir avec Galéon, avec les dirigeants de Galéon, nous permet de nous rapprocher, de voir tout l'intérêt de la blockchain et de pouvoir continuer aussi à avancer avec eux, justement pour eux travaillent plutôt sur les données patients, nous sur les données vitraux, et vraiment de pouvoir corréler un peu les données patients et les données vitraux en passant par des outils numériques comme l'intelligence artificielle, machine learning, deep learning et la blockchain. Je pense que tout ça, ça va être des choses qui seront vraiment importantes à mettre en place au sein d'HS Pharma. Oui, je suis d'accord. Et je pense qu'aussi, surtout une question de transparence. Alors, c'est peut-être que moi, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été cachées depuis bien longtemps dans le milieu quand même aussi, dans ce secteur, parce qu'il y a beaucoup d'argent dans le monde entier. Énormément d'argent qui tourne, et c'est des choses malheureusement qui sont quand même des fois même liées à la vie, à la santé de certaines personnes, mais l'argent des fois ça passe devant, et la blockchain finalement on a cette transparence de savoir exactement des fois exactement tout ce qui se passe aussi avec le côté financier d'un projet, ou en tout cas des fois sur certains monopoles qu'on n'a pas une vision aujourd'hui. Ça pourrait être en effet, je pense, un point extrêmement important. Et je pense que ça peut intéresser beaucoup de personnes qui souhaitent participer en tout cas à un projet pareil, qui sont aujourd'hui dans la crypto-monnaie, de se dire ok, si on participe, et puis on peut en effet déjà soutenir sur plein d'aspects différents, le fait d'avoir encore plus de transparence, je pense que c'est vraiment un des points, en tout cas pour moi, pour être honnête, très important. Du moment qu'on participe dans ces milieux-là, qu'on dépose de l'argent, parce que le projet il est intéressant, on peut soutenir sur beaucoup d'aspects différents. Après, des fois, on ne sait pas exactement ce qui se passe avec l'argent, malheureusement. Et cette blockchain va donner quand même un tout petit peu cette transparence. Et ça, je pense, ça va vraiment être très important.
Oui, oui, puis il fait un peu comme ce qu'a fait Galéon, c'est de faire des rendez-vous avec les investisseurs réguliers pour expliquer quelles sont les avancées de la technologie, quelles sont les avancées de la société. Ça, je pense que c'est vraiment important aussi à mettre en place. Oui, tout à fait, exactement. Et donc, en dehors de cette nouvelle technologie que vous avez créée, est-ce qu'il y a d'autres concepts également que vous avez mis en avant ou vous êtes uniquement basé sur cette nouvelle technologie que vous allez mettre, que vous avez travaillé pour? En fait, il faut vraiment mettre en place toute la chaîne. Donc, il y a la chaîne au démarrage. Il faut recréer le modèle en 3 dimensions, donc recréer un tissu, un organe. Pour l'instant, c'est miniaturisé. Il faut pouvoir le miniaturiser, l'automatiser sur des plateformes robotiques. Et ensuite, il faut pouvoir faire une analyse en 3 dimensions de ce qui se passe au niveau du tissu quand on met des molécules dessus. Et là, effectivement, à l'heure actuelle, comme c'est en 2 dimensions, on prend une image et on fait une analyse d'image en 2 dimensions. Là, il faut qu'on fasse un stack d'images et qu'on reconstruit l'image en 3 dimensions pour réellement savoir ce qui se passe du tissu quand on met des molécules dessus. Et ensuite, il faut faire toute l'analyse des images et l'analyse des données. Donc, il faut qu'on mette en place tout de A à Z, de la biologie jusqu'à l'analyse des images, l'analyse des données par le biais du numérique. Et donc, il faut qu'en interne, en fait, on travaille sur toute la chaîne de valeur et non pas que la technologie biomimésis, mais vraiment sur l'ensemble de la chaîne. Ok, intéressant, ouais. Alors, je pense pas tout comprendre en toute honnêteté, mais c'est assez intéressant. Et puis, pour revenir un tout petit peu sur les partenariats, donc aujourd'hui, vous êtes en partenariat aussi avec Galéon. Est-ce qu'il y a d'autres partenariats ou d'autres futures collaborations que vous allez avoir aussi avec des projets, que ce soit dans le Web 3 ou peut-être dans le Web 2, de prévu? On est ouvert à toute collaboration, donc c'est vrai que là, on démarre seulement dans ce domaine-là. Donc là, moi, je travaille forcément étant biologiste, j'ai mis beaucoup de collaborations en place avec des chercheurs au sein de l'Institut Oncolil, au sein des hôpitaux, le CHR Oscar-Lambret. Donc c'est vrai de mon côté, je me suis vraiment focalisé sur le développement des collaborations plutôt côté biologie. Et là, c'est vrai que mon mari, lui, va plutôt s'occuper justement de ce type de collaboration à mettre en place pour la partie numérique, la partie blockchain. Donc, blockchain, c'est vrai qu'il est dans le domaine depuis pas mal d'années. Et donc, là, il voit tout le potentiel de mise en place de toute l'infrastructure. Et ça, c'est clair que ça passera par des collaborations. On ne Tout à pourra fait, pas faire ça tout seul. exactement. Il y a une question ici d'une personne, mais voilà, on est en plein live, donc je pense qu'il y a des gens qui sont en train d'arriver, des gens qui repartent aussi. Mais il y a une personne qui demande en effet s'il y a un jeton. Donc oui, en effet, il va y avoir vous êtes en pleine phase de STO actuellement. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus du coup sur les dates de où est-ce qu'on en est actuellement et quand est-ce que ça va se finir en rapport avec votre vente? Là, on a démarré depuis quelques semaines maintenant. Et là, en fait, on espère pouvoir clôturer autant les levées de fonds par les plateformes de crowdfunding que la levée de fonds en SEO d'ici fin mai ou mi-juin, grand maximum. Parce qu'après, derrière, on a tout le processus de reverse merge à faire, enfin, de fusion, acquisition pour être listé sur le marché boursier. Ok. Et donc, vous allez aussi être listé sur d'autres plateformes ou sur des DEX par exemple, sur des plateformes décentralisées? En fait, là, c'est pour sur le marché boursier. En fait, on va aller se faire coter sur le marché boursier. Donc là, pour l'instant, ça reste un marché boursier traditionnel. Traditionnel. Euh, Ok, très bien. Il y a deux, trois petites questions. Déjà, je vais les prendre aussi un petit peu sur le chat, là, parce qu'on a parlé un petit peu de Galéon. Il y a quelqu'un ici qui demande en quoi la collaboration avec Galéon leur apporte quelque chose. Comment est-il communiquer leur contenu entre eux? Vont-ils utiliser concrètement Galéon? Quel est euh, vraiment... Là, c'est pour l'instant le démarrage de la collaboration, c'est plus marketing, visibilité, en sachant que eux ont des données patients et nous, on a des données vitro qui pourraient être à partir de cellules de patients. Donc là, on va essayer de se rapprocher de plus en plus sur la mise en place d'une collaboration beaucoup plus étroite qui puisse servir aux deux sociétés, en fait. En allant chercher des financements sur des projets collaboratifs
permettant l'utilisation de données patients versus les développements d'outils vitraux et justement enrichir tout ce qui est corrélation vitro-vivo par ce biais de cette collaboration. Ok, très bien. Il y a aussi une personne ici dans le chat qui a dit: j'ai utilisé votre gel biomimesis, oh là, j'ai de la peine à le dire, très satisfait. Bravo, ils ont dit. Excellent ça. Est-ce que HCS Pharma produit déjà des produits? Oui, en fait, comme on peut, nous, grâce à cette technologie, créer des matrices organes spécifiques. Donc là, on a déjà recréé la matrice pour du foie, donc recréer des mini-foies. On a recréé une matrice version 1 qu'on pourra encore continuer à développer et l'améliorer pour le cerveau. Donc on peut recréer des mini-cerveaux. On a recréé aussi une matrice pour le tissu adipeux. Et cette matrice du tissu adipeux est en train d'être développée aussi pour une matrice de la peau, recréer de la peau reconstruite avec la matrice de la peau. Et on a aussi pu recréer l'environnement d'une tumeur. Ce que l'on sait, c'est que quand on a un organe sain qui se transforme en cancer, le problème, c'est qu'on a une transformation de cette matrice qui se rigidifie. Et donc là, on a créé une matrice tumorale très rigide qui recrée en fait les tumeurs que l'on peut observer dans les différents organes, donc les tumeurs solides. Et donc on commence à vendre ces premiers produits. Ouais, c'est complètement fou ça. Si je ne me trompe pas, je crois qu'on prend aussi des fois des morceaux de peau je ne sais pas exactement où du corps pour pouvoir le replacer quelque part d'autre, c'est juste? Oui, bah là l'idée c'est au lieu de couper des bouts de peau pour les replacer par ailleurs, bah, c'est de recréer la peau à partir de cellules. Parce que, en fait, il y a eu 3 booms technologiques. C'est CRISPR-Cas9 pour transformer les gènes, les IPS, donc on peut rendre pluripotentes des cellules qui étaient déjà différenciées. Donc on peut reprogrammer des cellules souches à partir de cellules adultes différenciées pour les redifférencier dans tout type d'organes, dont la peau. Et grâce à la technologie biomimésis, on peut faire de l'ingénierie tissulaire, donc recréer des tissus ou des organes. Et donc grâce à ces trois technologies de rupture, on peut maintenant recréer des tissus ou des organes à partir de cellules. Donc on voit même plus loin, à partir de cellules qui proviennent d'urine de patients. Donc c'est totalement non invasif. Et on peut recréer vraiment des tissus et des organes à partir de ce type de cellules. C'est complètement fou ça. Et ok. C'est la médecine du futur. Ouais, c'est vraiment étonnant pour être honnête. Et donc c'est vraiment ces produits-là directement que vous allez du coup également pouvoir vendre. Alors il y a la technologie en soi, c'est sûr, mais ces produits-là, vous pouvez directement les vendre, c'est ça? C'est ça, en fait, on les vend dans des supports qui sont utilisés ensuite par les biologistes. Et donc les biologistes, en fait, ont des supports de culture en 3 dimensions, organes spécifiques. Donc s'ils veulent des matrices pour le foie, ils nous demandent des supports de matrices foie. Et en fait, eux n'ont juste à déposer les cellules, et les cellules se pénètrent, c'est comme une petite éponge. L'éponge absorbe le milieu avec les cellules rentrent dans la matrice. Comme elles sont bien dans leur matrice, parce que c'est vraiment leur environnement, elles se mettent partout et peuplent tout le tissu, toute la matrice, et recréent un tissu. On voit des petits sphéroïdes, et en fait, les cellules se différencient et prolifèrent dans cette matrice. Ok, magnifique, c'est super ça. Et ça tient combien de temps? Peut-être juste par intérêt, mais ça tient combien de temps comme ça un produit du moment que vous allez l'envoyer par exemple l'autre côté, dans un autre continent? Est-ce que ça tient longtemps? Ça tient longtemps parce que en fait, c'est solide, contrairement aux hydrogels qui se diluent. En fait, cette matrice, si c'est conservé dans de bonnes conditions, on peut les garder pendant 1 an. Et une fois que les cellules sont réhydratées et reproduisent un tissu, on a déjà pu tenir les cellules plusieurs semaines, voire plusieurs mois, fonctionnelles, en vie. On peut faire énormément d'essais sur ces matrices. Ah, c'est excellent ça. Ok, magnifique, super. Je commence à vraiment voir en effet tout ce qu'on peut du coup faire avec. C'est vrai que ça ouvre un tout petit peu les idées. C'est assez fou même quand on n'est pas du tout du milieu. Pour revenir peut-être un tout petit peu sur ce côté donc du coup
ce qui va intéresser en tout cas les personnes qui nous regardent aussi, je pense, aujourd'hui. Il y aura peut-être des personnes qui auront des meilleures questions que moi liées directement au biomédical, mais sur le côté, on va dire, de la vente de produits, des choses comme ça, est-ce que vous allez surtout être d'abord focalisé en France ou est-ce que ce sera le côté asiatique, en Amérique? Quel est un tout petit peu le premier ciblage, on va dire, de vente de produits? En fait, on a un business model qui va évoluer. Donc, déjà, on veut faire connaître la technologie auprès des industries pharmaceutiques, cosmétiques, nutraceutiques et des chercheurs académiques. Donc, on va vendre la technologie par le biais de nos distributeurs. Et là, plutôt que de se focaliser uniquement en France et en Europe, on veut aller directement à l'international. C'est pour ça qu'on a déjà des distributeurs aux États-Unis, des distributeurs en Asie, en sachant qu'en Asie, on parle de Web 3.0, mais le futur de la médecine, c'est la thérapie cellulaire, la médecine régénérative. Ils sont déjà bien avancés là-dessus. Et donc, cette technologie, c'est la seule qui pourrait permettre la médecine régénérative. Et donc, on a une forte demande en Asie d'utiliser cette technologie dans ce domaine-là. Donc, c'est pour ça que là, les 2-3 prochaines années, c'est vraiment une vente de cette technologie à l'international. En parallèle, on va se faire connaître des industries pharmaceutiques qui souhaiteront utiliser notre technologie. Et on va aussi mettre en place des collaborations, des partenariats pour développer des thérapies, soit de nouveaux médicaments de type petite molécule, soit des thérapies cellulaires ou médecine régénérative que l'on pourra faire en partenariat avec les hôpitaux ou chercheurs dans ces domaines-là. Ok, magnifique, super ça. On a également Shineux ici qui vient toujours poser de très bonnes questions, souvent aussi des très longues questions sur le chat. Donc il vient de poser aussi ces petites questions. Pour toutes les autres personnes qui sont en train de nous écouter, n'hésitez pas aussi à poser des petites questions sur le chat. Il y a sûrement des personnes qui ont des très bonnes questions à poser, donc comme ça on peut regarder un petit peu. Donc la toute première question ici, c'est comme bon nombre de biotech, pourquoi ne pas rechercher des fonds uniquement en bourse plutôt que dans le Web 3? On va faire les deux. On va lever des fonds en bourse, mais c'est vrai que les marchés boursiers fonctionnent mieux pour les sociétés toutes les sociétés qui sont cotées quand on a un flottant, ce qu'on appelle un flottant qui permet en fait de stabiliser la valorisation de la société. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre en place une communauté et d'aller chercher des investisseurs qui sont intéressés pour investir dans la société, mais aussi pour créer ce flottant qui va nous permettre de stabiliser la valorisation de la société et voire plutôt l'augmenter que la faire descendre. C'est un peu pour ça qu'en premier lieu, on cherche à chercher des investisseurs pour créer cette communauté. Et ensuite, on va aussi aller chercher des investisseurs une fois qu'on sera coté en bourse. Ok, très bien. Super en tout cas d'utiliser la blockchain car plus de transparence, car cela manque dans l'utilisation des fonds dont beaucoup de biotech en bourse. Exemple, désolé de la prononciation, c'est NeoBvax. Allez-vous donner un timeline précise? C'est ce qu'on va mettre en place en fait. C'est de la transparence on fait beaucoup de news déjà, on fait beaucoup de news sur les réseaux sociaux. Donc on va expliquer où on va, où est-ce qu'on est, où on va. Donc là, l'idée, c'est vraiment de continuer ce type de marketing, ce type de news. Et après, c'est vrai que je ne suis pas encore spécialisé de la blockchain, je ne sais pas comment on peut mettre en place toute la partie marketing et la transparence sur la blockchain. Mais ça, si c'est possible de mettre ça en place, on le fera. Ça, c'est sûr. Magnifique, super. Ici, une autre petite question. Devez-vous valider votre technologie phase 1, phase 2, phase 3? En bref, c'est assez long et loin d'être certain de valider une technologie. Avez-vous des... Ah, puis après, il n'y a plus le reste de la question. Du coup, j'ai pas le reste de la question. Moi, je vais répondre non. Tout dépend de son utilisation. En fait, la technologie pour de la recherche, il n'y a pas besoin de faire des phases 1, phase 2, phase 3 pour être utilisée. Donc, tous les chercheurs académiques peuvent déjà utiliser la technologie. Donc, on peut déjà vendre et faire du chiffre d'affaires en vendant la technologie en tant que solution de recherche, autant pour les chercheurs académiques que pour les chercheurs de l'industrie pharmaceutique, cosmétique et nutraceutique. Après, cette technologie nous est demandée aussi en Asie pour être utilisée dans la thérapie cellulaire. Donc là, en fait, l'idée, c'est de prendre des cellules, de les mettre dans le bon environnement grâce à la technologie biomimésis, de pouvoir les amplifier, les différencier dans tout type d'organes, comme
par exemple le foie, et ensuite de greffer les cellules dans leur environnement. Donc là, si on doit greffer les cellules dans leur environnement, effectivement, il va falloir faire une phase 1 pour tester l'innocuité de notre technologie quand on la greffe directement dans le corps humain. Mais ce sera juste une phase 1 et pas l'ensemble des 3 phases. Mais on peut déjà au préalable vendre la technologie sans devoir faire toutes ces phases 1, 2, 3, Je vois. qui peut prendre effectivement beaucoup de temps. Exact. Et est-ce qu'on peut avoir un petit peu des chiffres, si c'est pas, si c'est public naturellement, pour se donner un tout petit peu une idée? Alors moi, je connais pas du tout les business models. S'il y a quelqu'un qui veut juste utiliser la technologie, quels sont un petit peu les chiffres, à quoi s'attendre? La technologie, en fait, est vendue en solution de culture. Donc, ce sont ce qu'on appelle des plaques 96 puits ou en 384 puits. Donc, avec 96 échantillons qui permet de tester 96 conditions différentes. Et ces plaques-là sont vendues à 200 euros l'unité. Donc là, c'est pour ça qu'on va passer sur la vente auprès des distributeurs pour faire de la vente en grosse quantité, en sachant que dans les industries pharmaceutiques, quand ils ont besoin d'une dizaine de plaques pour ce qu'on appelle des screenings secondaires, pour des screenings primaires, en plaque 384, ils utilisent des milliers de plaques. Donc là, en fait, c'est pour ça que nous, ce qu'on a réussi, c'est la seule technologie de culture 3D qui est prête à l'emploi et utilisable sur des plateformes robotiques. Et donc là, ça va être des centaines, voire des millions de plaques qui seront vendues et utilisées pour ces premières phases de recherche de médicaments. Ok, magnifique. Ouais, ça a l'air en effet d'être un certain business model. Déjà, je pense qu'il y a beaucoup de demandes actuellement, de plus en plus. Et puis, je pense que les prix, enfin, je ne connais pas hein, le prix d'achat, le coût et toutes ces choses-là. Je pense que la majorité des coûts ont vraiment été dans la recherche depuis ces dernières 20 ans. Et puis qu'aujourd'hui, maintenant, vous pouvez en effet mettre un prix qui est bien plus intéressant parce qu'il y a eu beaucoup de coûts durant les derniers 20 ans. Je pense que c'est surtout ça. C'est ça, et c'est surtout aussi que les industries pharmaceutiques ont compris que, en fait, il y a 75% des coûts de recherche et développement qui sont en phase clinique. Et donc, on n'a que 25% des coûts qui sont liés aux modèles vitraux et animaux. En sachant qu'on a 90% d'échecs, il faut 10 molécules qui rentrent en phase clinique chez l'homme pour n'avoir qu'une seule molécule. Donc là, les enjeux maintenant, pour réduire ces délais et ces coûts de recherche et développement, c'est vraiment de trouver des premières molécules qui soient efficaces directement sur des modèles vitraux qui recréent tout l'environnement de l'organe. Et là, au lieu d'avoir 10 molécules qui rentrent en phase clinique pour n'obtenir qu'une, ils n'en auront qu'une. Donc même si les prix sont un petit peu plus élevés avec nos technologies, ils vont gagner 7 fois, on a pu faire un calcul, on va réduire de 7 à 8 fois le coût de recherche de nouveaux médicaments grâce à ces technologies. Et fortement réduire aussi le temps, parce que à terme, on n'aura plus besoin de tester sur les animaux. On va pouvoir réduire par 2 le temps de recherche et développement de nouveaux médicaments. Ah ouais, c'est fou ça. Et écologiquement, en fait, je t'ai pas posé la question, pardon. C'est pas bien ou au contraire, il y a pas trop de problèmes? En fait, c'est une technologie qui est une chimie verte. Donc, d'un point de vue écologique, c'est le top du top. Et l'intérêt aussi de cette technologie, c'est qu'elle sert elle-même de support aux cellules. Donc, à terme, on va pouvoir aussi fortement réduire les supports plastiques qui sont totalement inutiles quand on cultive des cellules. Pour l'instant, on cultive des cellules sur du plastique. Donc, en plus d'avoir une chimie verte, on va aussi pouvoir fortement réduire le consommable plastique utilisé autour de la culture cellulaire. On pourra amplifier les cellules dans des gros bioréacteurs, ou contrairement à ce qui est fait à l'heure actuelle. Donc finalement, cette technologie, c'est une chimie verte, et en plus, on va fortement réduire les utilisations de plastique qui sont phénoménaux dans les industries pharmaceutiques. Ah, ça c'est super, ça se voit que vous avez déjà bien pensé aussi à ça, je pense que c'est assez important aujourd'hui en effet. Il y a Shainu ici qui dit: je vois qu'ils ont un crédit d'impôt recherche, ça doit vraiment être bien aidé. En général, c'est un montant assez important qui permet de faire vivre une société, ça peut donner confiance aux investisseurs. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus?
Oui, bah, en fait, on est une jeune entreprise innovante, donc on a fait le rescrit et on a été validé jeune entreprise innovante. Et en plus, on bénéficie du crédit d'impôt recherche, du fait qu'on fasse beaucoup de recherches. Effectivement, on bénéficie du CIR. Donc le crédit d'impôt recherche, en fait, tout ce qui est en recherche permet de faire du crédit d'impôt. Et donc, on réduit fortement les coûts de R&D grâce au fait qu'on utilise des tests chiffres, on utilise des subventions, des subventions, et le crédit d'impôt recherche. Hmm. Donc Ouais, ça aide beaucoup à tout ce qui est recherche je pense. trop, trop amont, quoi. Exactement. Il y a une question aussi, comment avez-vous financé la R&D sur les 20 ans? En fait, cette technologie vient de la recherche académique. Donc la recherche académique a financé beaucoup de chercheurs académiques qui ont réussi à développer ce procédé de changement d'état d'un hydrogel en scaffolde solide. Et ensuite, cette technologie a fait l'objet d'une première start-up qui a réussi en fait à industrialiser le processus pour faire en sorte de remplir les supports directement par les robots. Et au sein d'HS Pharma, nous, on a continué à industrialiser en utilisant carrément notre plateforme robotique de façon beaucoup plus complète. Donc c'est vrai que la recherche très amont a été financée par le gouvernement, par les chercheurs académiques. C'est pour ça que cette technologie, si elle part aux États-Unis, en fait, c'est 20 ans de financement des Française. impôts, donc de tous les contribuables qui part aux États-Unis. Et ça a souvent été comme ça sur beaucoup de choses différentes. Donc, C'est des fois, ça, ça vaut la peine de se battre en effet pour que ça reste. c'est tout à fait ça. Il y a une question ici, donc je pense que c'est le cas, hein. Donc, le jeton, il sera corrélé au prix de l'action en bourse. C'est bien ça? Oui, les jetons seront transformés en actions, donc avec 20% de décote au moment de l'introduction en bourse. Ok, Donc ça sera une corrélation par rapport au prix de l'action au moment de la cotation. ok, très bien, parfait. Alors, je regarde juste encore s'il y a deux, trois petites questions ici de certaines personnes. Est-ce que l'on peut envisager une constitution de modèle avec plusieurs types de cellules? Avoir par exemple un os muscle, par exemple os muscle, ligament dans la même structure. Bah, c'est ce qu'on essaie de faire en fait. Ce qu'on essaie de faire, c'est des co-cultures de différents types de cellules pour recréer un organe complet. Euh, donc là, oui, on commence aussi à travailler sur la partie articulation. Et là, c'est vraiment le début d'une thèse qui va se faire en collaboration avec des chercheurs dans ce domaine-là. Mais effectivement, l'idée, c'est vraiment de recréer toute l'architecture d'un organe, d'un tissu, de l'articulation. Et donc, en utilisant plusieurs matrices des différents compartiments, on va pouvoir recréer des différentes parties de la structure, en fait. Ok, intéressant. Et donc, il y a une question ici aussi, est-ce que les jetons, on peut toucher des dividendes si elles sont comme les actions? Pour l'instant, on n'a pas mis en place de dividendes à l'heure actuelle, du fait que pour l'instant la société n'est pas rentable. Mais une fois que la rentabilité sera là, oui, effectivement, il y aura des dividendes qui seront liés à la rentabilité de la société. Et ça se fera pas sur les jetons, mais ça se fera directement sur les actionnaires, en fait, au moment de l'actionnariat. Ok. Et je voulais poser la question juste avant, parce que du coup, vu que c'est le gouvernement quelque part qui a financé ça depuis plus de 20 ans, est-ce qu'il y a un pourcentage qui est là-bas aussi, ou est-ce que c'est 100% chez vous? En fait, il y a eu un premier brevet qui appartenait à la recherche académique. Mm. Mais en fait, la première start-up qui a continué le développement et l'industrialisation du procédé a pu trouver un changement, enfin, changer un peu le procédé pour recréer un nouveau brevet. Et donc, c'est ce brevet qu'on a pu racheter. Donc, en fait, la technologie est 100% la propriété d'HS Pharma. Ok, magnifique. Ah, c'est fou ça. Par contre, effectivement, on a des investisseurs qui sont des investisseurs institutionnels de fonds régionaux, donc avec des soutiens de l'État Bien sûr. pour justement développer la société. Ok, magnifique, super.
Alors déjà, pour toutes les personnes qui sont en train de regarder, je vois qu'on est plus de 100 personnes. N'hésitez pas à mettre, donc vous pouvez mettre point d'exclamation HCS sur le chat. Et donc vous avez directement tous les liens également qui vont sortir. Donc il y a leur site internet, leur Twitter et puis leur chaîne YouTube, parce que vous avez aussi une chaîne YouTube. Qu'est-ce que les gens ils peuvent s'attendre en allant sur votre chaîne YouTube? Est-ce qu'il y a des vidéos qui vont sortir? Qu'est-ce qu'on peut déjà retrouver aujourd'hui sur votre chaîne YouTube? Et qu'est-ce qu'on peut retrouver aussi peut-être sur vos réseaux en général? Sur YouTube, on essaie de faire des petites vidéos qui expliquent un peu ce que l'on fait. Donc là, on a déjà quelques vidéos. On a aussi des interviews de nos clients, enfin des collaborateurs avec qui on travaille, sur le potentiel de la technologie, sur pourquoi ils utilisent la technologie, quel est l'intérêt de cette technologie par rapport à tout l'existant de culture cellulaire. Et sur les réseaux sociaux, en fait, toutes les semaines, on envoie des news pour expliquer toutes les semaines un petit peu ce qu'on a pu faire, au sein d'HS Pharma, les nouveaux arrivants, les nouveaux arrivés, les collaborations qu'on met en place. Donc tout ce qui se passe, la vie d'HS Pharma, on essaie d'expliquer tout ça par le biais des news chaque semaine par les réseaux sociaux. Et donc là, l'idée aussi, c'est de pouvoir continuer à enrichir tout ça par le biais d'une agence marketing qui va aussi nous aider à faire ces petites vidéos. Parce que c'est vrai qu'on est des chercheurs, on est très tournés sur la paillasse, mais on a du mal à s'ouvrir à l'extérieur. Donc là, en passant par une agence de marketing, en fait, on va en plus s'obliger aussi à faire des petites vidéos, faire des interviews comme ce soir. Des choses qu'on n'ose pas trop faire en tant que chercheur, mais bon, qu'on se force à faire. Bah, tu le fais très très bien déjà. Et puis j'ai presque envie de dire chacun son métier. Et puis, mais je pense qu'en effet c'est important de pouvoir voilà, se montrer, essayer d'expliquer. C'est très agréable aussi en tant qu'investisseur d'entendre vraiment l'équipe aussi venir parler, de venir s'exprimer. Je pense que c'est très important. Même qu'en effet, voilà, ton métier, je pense que la majorité aussi de l'équipe, c'est pas spécialement le média ou le marketing ou quoi que ce soit. Donc on peut demander de l'aide, c'est tout à fait normal. Ok, super. Et donc sur le site internet, est-ce qu'on peut aussi retrouver typiquement le white paper? Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus d'informations sur la levée de fonds? Oui, en fait, on a un site internet HCS Pharma qui est vraiment très tourné client et très scientifique. Par contre, on a fait aussi un autre lien vers invest.hcspharma.com qui est là beaucoup plus pour les investisseurs, avec beaucoup plus d'explications de qui on est, ce que l'on fait, quel est le potentiel de cette technologie pour des personnes qui ne sont pas forcément des scientifiques. Et sur les sites de crowdfunding ou sur le site de notre partenaire EDSX pour la STO, et en fait, il y a l'ensemble du business plan, l'executive summary, la présentation pitch, pour vraiment expliquer le potentiel de cette technologie, ce qu'est cette technologie, et décrire en fait toute la partie financière d'HS Pharma. Ok, magnifique. Du coup, les gens, ils savent, vous savez maintenant ce qu'il faut faire, hein, point d'exclamation HCS. Et puis, n'hésitez pas à aller faire un petit tour du coup sur le site internet. Vous allez regarder un tout petit peu le white paper, la token economics, c'est tout le nécessaire. De toute façon, s'il y a encore plus de questions, je pense qu'on peut, voilà, peut-être. Comment est-ce qu'on peut venir poser des questions? Parce que je sais que dans l'équipe, vous aimeriez bien aussi avoir plus une communauté maintenant aussi quand même derrière le projet. Comment est-ce qu'on peut communiquer du coup avec vous et puis voilà, venir poser des questions? Comment ça se passe aujourd'hui? C'est vrai qu'on a un site internet avec contactez-nous. Donc on peut être contacté pour la partie investissement, être contacté pour nous rejoindre en tant que salarié au sein d'HS Pharma. Et donc pour l'instant, les contacts se font plutôt par mail. Après, ce qui va être intéressant, c'est justement de construire un petit peu plus des choses un peu plus ouvertes. Parce que c'est vrai que les salariés que j'ai, c'est beaucoup de jeunes étudiants, enfin qui sortent de thèse. Donc, c'est des personnes aussi qui peuvent être amenées à expliquer ce qu'elles font au quotidien. Donc c'est pour ça qu'on voudrait faire des petites vidéos. Après, il y a certainement aussi tout l'environnement à construire en fait. Il faudra sûrement du coup un Discord en effet, je pense. Un petit Discord ou un Telegram. Ça, c'est typiquement, en tout cas dans le milieu de la crypto-monnaie, ce que les gens ils s'attendent pour pouvoir en effet discuter. Après, c'est pas toujours évident, je sais, parce qu'il faut des gens après qui s'en occupent, qui puissent répondre également et des choses comme ça. C'est un certain support, mais je pense que ça peut être en effet une très bonne chose pour, en tout cas, si je parle vraiment du milieu Web 3. C'est vrai que c'est ce que les gens s'attendent en général, c'est de pouvoir vraiment avoir une certaine communication rapide, des réponses aussi, des fois des petites questions comme on a ce soir aussi sur le chat.
C'est vrai que quand les gens ils doivent faire beaucoup de recherches, c'est pas toujours évident. C'est aussi quand même quelque chose assez technique. C'est pas tout le monde est très fort dans le milieu. Je peux surtout parler pour moi-même, mais qui peut être très intéressant. Et puis voilà, si on veut soutenir du coup un projet pareil, parce qu'il y a quand même de très belles choses, on a souvent quand même une certaine question, et donc ça peut être aussi un bon point, je pense, pour l'entreprise par la suite. Et je pense que s'il y a des jeunes dans l'équipe, ils vont de toute façon proposer un Discord ou un Telegram par la suite. Oui, plus que moi, parce que moi, c'est vrai que bon, bientôt 50 ans, ces choses-là, j'ai du mal en fait, mais je m'y mets aussi. On a chacun un petit peu nos propres réseaux, et puis c'est pour ça qu'il faut réussir à diversifier l'équipe. C'est très important. Oui, bah, c'est vrai que là, c'est vraiment diversifié, beaucoup de jeunes, garçons, filles. Aussi, exactement, très important. Et surtout, on le ressent beaucoup, pour être honnête, dans le Web3, femmes-hommes, franchement, c'est quelque chose qu'on ressent vraiment, que c'est quand même quelque chose qu'on ne retrouve pas spécialement dans tous les domaines, mais c'est de plus en plus poussé, et je pense que c'est très important en effet d'avoir hommes, femmes, toute personne dans le monde entier qui puisse travailler tous ensemble, et c'est très beau à pouvoir vivre aussi l'expérience. Ah Euh, oui, oui. du coup, de mon côté, j'ai plus vraiment de questions. La seule chose peut-être que je pourrais encore demander, Nathalie, c'est s'il y a quelque chose d'important qu'on n'a peut-être pas discuté aujourd'hui, ou que j'ai peut-être pas posé comme question liée justement au projet, peut-être même un point technique qui est quand même très important à savoir. Euh, N'hésite pas à le partager encore maintenant, parce que j'ai peut-être pas posé toutes les bonnes questions. Et sinon, après, on pourra gentiment clôturer le live. Oui, non, je pense qu'on a un peu fait le tour. Je pense que c'est vraiment une technologie de rupture qui est française et qui doit le rester, Mm. qui pourra vraiment transformer l'ensemble des industries de la biotechnologie. Donc en commençant par la recherche de médicaments, mais aussi pour la cosmétique. On a déjà aussi des demandes pour être utilisées dans la thérapie cellulaire, médecine régénérative. Donc là, j'ai envie de la médecine 3.0, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais en tout cas, c'est vraiment le futur de la médecine. Et donc, non, je pense que c'est vraiment une technologie qu'il faut garder, maintenir en vie et qui pourra permettre de trouver de nouvelles solutions pour soigner vraiment les patients. J'ai perdu mon père d'un cancer, Mm. donc j'ai besoin de trouver des solutions pour aller vers l'utilisation de ce type de technologie, pour trouver vraiment de nouvelles solutions. Donc, Je pense que c'est des choses où on le fait encore mieux en général. Je pense que comme tu l'as très bien dit aussi au début, il y a beaucoup de concerts aujourd'hui qu'en fait on est quand même en 2022. On a l'impression que la technologie elle c'est a ça. avancé comme pas possible, puis que malheureusement on a encore des concerts en fait qui sont toujours au même stade qu'il y a à peu près 50-60 ans en arrière, si c'est pas plus, hein. Puis qu'en C'est fait, ça. malgré toutes les recherches, malgré tous les milliards de dollars qui ont déjà été investis, qu'en fait, il y a, soi-disant en tout cas, il n'y a pas de solution. Est-ce qu'il n'y a pas de solution pour une raison valable? Est-ce que c'est une raison financière? Euh, Peut-être qu'il n'y a peut-être pas encore eu les nouvelles technologies comme votre entreprise, mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui aujourd'hui, de nouveau, hein, c'est 100% spéculatif parce que je ne suis pas du tout dedans, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire. Et nous tous dans le monde entier, je pense que ce serait très important en effet d'avoir des solutions pour ça. Oui, je pense là, on a toutes les solutions en main. Maintenant, il faut pouvoir les utiliser pour trouver vraiment de nouvelles thérapies. Mm. Et je pense que là, dans les 10 prochaines années, il va y avoir des changements spectaculaires dans la biotechnologie grâce justement à ces trois bouleversements qui est le CRISPR-Cas9 pour les gènes, les cellules iPS, donc transformation de cellules souches, de cellules adultes en cellules souches, et l'ingénierie tissulaire grâce à la technologie biomimésis. Donc là, en ayant ces trois briques technologiques, maintenant, on a vraiment les moyens d'aller beaucoup plus en avant sur la médecine de demain. Magnifique, super. Plus qu'à être coté en bourse, et puis je pense qu'il y aura déjà beaucoup plus de visibilité à ce moment-là. Et puis, Oui, moi, la tout seule à chose que fait. du coup je peux encore te souhaiter à toi et puis à toute l'équipe, hein, c'est courage, parce que je pense qu'il va encore avoir beaucoup de travail. C'est que le début. Il y a eu beaucoup d'années de travail, mais je pense que maintenant c'est maintenant que ça va vraiment commencer. Et puis voilà, courage pour tout ça. Merci infiniment Nathalie pour cette belle présentation aussi du projet, et d'avoir passé avec nous 1 heure de temps pour venir présenter justement ce projet. Et puis j'espère à tout bientôt. Et puis je te souhaite aussi encore une excellente soirée. Merci, toi aussi, puis merci pour l'invitation à cette interview. Donc, Avec merci grand Anthony. plaisir, magnifique. À tout bientôt Nathalie, merci beaucoup.
Merci, bonne soirée. Pareillement, merci. Bye. Bye.